Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci au bureau de la STGO d'être là. Merci à Astarté et à ses dignes représentants, sa présidente et son trésorier, et puis les représentantes ici. Et puis merci à tous. Merci aussi, Radi, d'être là, parce que tu parlais tout à l'heure de maître. Et Radi n'est pas seulement un maître pour les radiologues tunisiens, il est un maître pour tous les radiologues du monde entier. Moi, j'ai fait mes études de radiologie, alors excusez-moi de le dire, mais en voyant un Radi à ma place ici et en rêvant d'être un jour à la sienne. Et puis, donc, je suis très, très content de pouvoir parler devant toi. Voilà. Donc oui, donc après ces très beaux exposés de Ea et de Véronique, qui vous ont parlé des techniques d'imagerie et puis des techniques de prélèvement, on va passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire en imagerie interventionnelle aujourd'hui pour passer du diagnostic à la thérapeutique? Et ça, c'est en effet, c'est tout l'enjeu actuellement. Alors, vous avez vu, Véronique vous l'a présenté tout à l'heure, la macrobiopsie, elle existe depuis 1995. Ce n'est pas une technique récente. Ce qui est récent et ce dont on va un petit peu plus parler aujourd'hui, c'est les indications thérapeutiques, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller. Et en fait, il faut imaginer qu'il y a quand même deux réflexions importantes et ne pas essayer de les mélanger. C'est-à-dire que la réflexion technique, pour une patiente donnée, est-ce qu'on va faire, quel prélèvement on va lui proposer? C'est ce que vous avez dit, Véronique, on va en reparler un tout petit peu. Est-ce qu'on va faire une microbiopsie? Est-ce qu'on va faire une macrobiopsie? Et cette macrobiopsie, si elle indiquait, est-ce que ça va être une macrobiopsie d'échantillonnage? C'est-à-dire qu'on va juste prendre des gros échantillons, quand vous la montrez, pour donner du matériel suffisant aux anapathes, ou est-ce qu'on va retirer entièrement la lésion, l'exciser? Et si le deuxième niveau de réflexion, une fois qu'on aura excisé cette lésion par les techniques de radio-interventionnelle, la deuxième réflexion, une fois qu'on aura eu les résultats, et ce dont on va parler un peu plus longtemps, c'est la concordance lésionnelle. Et en fonction des résultats histologiques, est-ce que cette intervention non chirurgicale a été suffisante pour traiter la patiente, ou est-ce qu'on va être obligé de référer la patiente, une fois discussion RCP, au chirurgien pour compléter le geste par un geste de chirurgie ou autre chose, une chimiothérapie si c'est un cancer, etc. Donc c'est là où toute l'évolution de ces 10 dernières années a vraiment avancé, notamment dans la littérature, de bien coordonner les indications thérapeutiques de la radiologie interventionnelle. Est-ce qu'elle est thérapeutique vraie ou est-ce qu'il faut continuer par un geste chirurgical? Et c'est tout l'enjeu de la discussion entre radiologues, chirurgiens et les oncologues en général dans nos RCP. Et donc vous voyez, donc on vous l'a parlé, donc tous ces assessments, donc cette étude avant biopsie, cette étude de quelle biopsie et cette étude après biopsie, qu'elle soit d'échantillonnage ou d'ablation. Donc comment on passe en effet du diagnostic à la thérapeutique et au traitement? Et donc c'est ça, donc pour les B2, pour les lésions bénignes, le problème a été réglé déjà depuis 10 ans. Alors, en radiologie interventionnelle, une lésion bénigne, normalement aujourd'hui, lorsque vous avez la possibilité, lorsque vous avez des radiologues interventionnels de disposition, une lésion bénigne doit être enlevée par des techniques non chirurgicales, parce que beaucoup plus pratiques, rapides, etc. Pour les lésions malignes, ça commence à être discuté. Et puis, tous les questionnements, c'est ces fameuses lésions B3. Alors, B3, ce n'est pas la CR3. B3 histologique, ce sont ces lésions intermédiaires, pré-malignes ou à risque de malignité plus ou moins évoluée, dont on va parler, qui font tout l'objet actuellement des discussions entre les différentes équipes. Le BIRAD dont vous en parlez, juste pour vous dire ce que Ea vous a dit et vous a montré ce que Véronique vous a dit, vous avez compris que l'imagerie du sein, ce n'est pas une imagerie de diagnostic, c'est une imagerie d'évaluation du risque. Quel est le risque que l'image que j'ai devant les yeux puisse être un cancer? Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de diagnostic devant une patiente, et même devant nous, c'est-à-dire en fonction de l'évaluation du risque et du niveau de risque, qui va commencer, on l'a dit, autour de la CR4, en gros, l'indication de prélèvement elle est obligatoire. Pour faire un diagnostic, on prélève. Et on va prélever parfois des BIRADS 3, ou on va les enlever par des problèmes thérapeutiques pour d'autres raisons. Et donc voilà un petit peu le différentiel. Donc ça, de ce côté-là, vous avez le tableau des indications en fonction du BIRADS radiologique de ce qu'on va faire, du dépistage jusqu'à la biopsie. Et puis à côté, vous avez cette classification histologique des lésions qui a été définie depuis les années 2010, où le B1, pour un anatomopathologiste, pour un histologiste, c'est du tissu normal. Pareil, le B2, c'est du bénin. Et ces fameuses lésions B3, qui sont ces lésions pas très claires, avec un B3A sans atypie, les B3B avec atypie, et puis au-delà de B4, ce sont des lésions très suspectes et les lésions malignes. Donc c'est deux classifications différentes qu'il faut essayer de ne pas mélanger. Donc on parle de B3, on parle de B3 histologique et non pas de B3 radiologique.
Et dans ces B3 histologiques, ben vous avez toutes ces lésions ici qu'on connaît tous très très bien, que sont toutes les lésions papillaires, les cicatrices radiaires, les lésions sclérosantes, et puis les lésions atypiques, hyperplasie canalaire atypique, hyperplasie lobulaire atypique, et puis jusqu'au carcinome in situ, et puis la métaplasie atypique. Et puis on peut y classer un petit peu différemment les tumeurs phyllodes qu'on peut mettre un petit peu à part, mais qui sont quand même très intéressantes aussi dans les discussions. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez vu qu'on a plein d'outils. On a plein d'outils. Et donc, quand on travaille en radiologie interventionnelle, notamment quand on fait de la thérapeutique, et qu'on doit choisir entre les deux, eh ben, il faut qu'on voit nos patients. Pour pouvoir expliquer tout ce que vous a dit Véronique, on voit nos patients, toutes nos patientes en consultation balistique. On ne décide pas d'une biopsie de laquelle on va faire au moment où vous avez la patiente devant vous sur la table d'intervention pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, tout ça doit se régler, doit se définir à l'avance. Et donc, on fonctionne comme des chirurgiens ou comme des gynécologues, on en a dans la salle, vous imaginez pas aller opérer votre patiente sans l'avoir vue en consultation avant. Et bien nous, c'est pareil, à la fois d'abord pour déjà définir techniquement qu'est-ce qu'on doit faire, pouvoir rediscuter éventuellement avec la RCP, avec nos collègues, si jamais on n'est pas d'accord sur l'indication, et puis pour pouvoir donner toutes ces explications et pouvoir rassurer la patiente de ce qui va se passer, on les voit en consultation. Ça ne ralentit pas le process, ça l'accélère, parce que sinon il y a plein de patients, et en réalité, pour tous ceux qui en font, on va dire que dans les 2/3 des cas, on ne fait pas le geste pour lequel la patiente nous a été envoyée en réalité. Elle nous a été envoyée pour une micro d'un nodule, et puis en réalité, vous allez en trouver 2, donc ce n'est pas une micro, c'est une double micro. On nous envoie pas mal de patients pour lesquels, en fait, moi, je pose la sonde d'écho, et la lésion est à l'évidence bénigne, on ne va même pas faire de biopsie, ou parfois, inversement, on envoie une patiente pour une microbiopsie, qui est une indication de macrobiopsie, voire d'exérèse en un temps, et il faut pouvoir redéfinir tout ça. Donc, en fait, on se rend compte que, oui, dans 2/3, voire 3/4 des cas, des situations, la consultation va transformer complètement le geste pour lequel on en a envoyé. Soit qu'on va le dégrader, soit qu'on va l'upgrader, dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, l'explication, le consentement éclairé, en France, il est quasi obligatoire dès qu'on va parler d'exérèse, etc., etc. Et c'est très, très important. Et il y a pas mal de littérature là-dessus qui ont bien défini aussi que le fait d'avoir vu vos patients en consultation et de l'avoir expliqué rendait d'abord le geste plus facile, beaucoup plus confortable pour les patients et beaucoup mieux toléré que d'arriver dans un univers qu'elles ne connaissent pas et qui fait évidemment très très peur. Dès qu'on parle de biopsie du sein, tout le monde est terrorisé et c'est normal. Et chaque patiente est une patiente, on parle toujours des lésions inhabituelles, etc. En fait, chaque situation, chaque patiente est un cas unique qu'il va falloir discuter de façon unique pour chaque patiente. On le rappelle ici, je le redis encore une fois, on ne fait pas de diagnostic en imagerie, on ne fait pas de diagnostic de cancer du sein en imagerie. Une lésion ACR5, ça a beau être 90-95% de spécificité, ça veut dire qu'il y a 5 à 10% pour lesquels vous allez trouver des lésions bénignes. Si vous annoncez à une patiente qu'elle a un cancer du sein parce que vous voyez une lésion ACR5 et qu'au final, ça n'en est pas, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est un stress unique. Donc on va lui expliquer qu'elle a une lésion qui est probablement très à risque, qu'il va falloir biopsier, que le risque de cancer n'est pas nul, mais on peut lui dire aussi que dans 5 à 10% c'est bénin et que si elle a de la chance, eh ben ça peut l'être. Et heureusement, il y en a quand même quelques-uns. Et inversement, une lésion qui peut vous paraître bénigne est parfois un cancer très agressif. Souvenez-vous que les lésions triple négatives ressemblent parfois beaucoup à des adénofibromes. Si vous n'avez pas le réflexe de mettre un coup de Doppler dedans ou de Doppler énergie, vous allez avoir une vascularisation, on peut passer à côté. Donc l'aspect ne fait pas le diagnostic et encore une fois, aujourd'hui, on n'opère pas une patiente sans avoir une preuve histologique de ce qu'on a trouvé. Comme on le disait tout à l'heure, premier niveau, on y revient. Qu'est-ce qu'on fait devant telle lésion? On va parler un peu de macrobiopsie. Donc la décision première quand vous allez en pré-biopsie, notamment pour les macrobiopsies, est-ce qu'on va simplement échantillonner ou est-ce qu'on va retirer la lésion? Et donc ça, c'est difficile de discuter au cas par cas à chaque fois. Et donc on a des guidelines, des recommandations par établissement. Et puis la littérature nous aide. Et aujourd'hui, toutes les grandes maisons qui font ce genre de gestes, comme la nôtre, Hartmann, etc., ont à peu près pris cette décision-là. C'est-à-dire qu'on va retirer, quand c'est possible bien sûr, on va retirer toutes les lésions qui sont plutôt bénignes. Ces lésions qui sont classées BI-RADS 3 ou BI-RADS 4 pour lesquelles vous avez une indication de macrobiopsie,
Lorsque c'est possible, on va faire ce que les Américains appellent le all-in-one, le tout-en-un, comme on dit en France. Quitte à mettre une aiguille dedans, on enlève l'ensemble de la cible. Et notamment pour les BIRAS 3, vous avez 98% de chances d'avoir fait le job en un seul petit geste et que la patiente sera guérie, elle ne reviendra pas une deuxième fois. Hein, donc l'idée, ce qu'on faisait avant, on fait d'abord une microbiopsie, puis on va la faire revenir si c'est un truc bénin, de toute façon il faut l'enlever, ça lui fait mal, ça la gêne, etc. Toutes les indications pour lesquelles on a retiré une lésion bénigne. On n'enlève pas toutes les lésions bénignes, on est d'accord. Hein, la plupart des lésions BIRAS 3 vont être surveillées, mais pour celles pour lesquelles on a une indication, je vous rappelle qu'en chirurgie mondiale, moi je passe mon temps à voyager dans le monde entier, les 2/3 de la chirurgie du sein aujourd'hui, dans les zones où il n'y a pas d'interventionnel, c'est des lésions bénignes. Hein, le cancer du sein représente à peu près 1/3 de la chirurgie dans le monde. Ce qui n'est pas le cas dans les centres très spécialisés, où aujourd'hui, comme chez nous à Hartmann, nos chirurgiens n'opèrent que des cancers ou lésions très à risque, et la plupart des lésions bénignes sont opérées par eux. Donc, quand une indication, donc on pratique ce qu'on appelle le all-in-one. En revanche, dès qu'on a le moindre doute, donc au-delà d'un CR4B, comme vous l'a dit Eya, avec un risque au-delà de 10% de risque, et évidemment C et les ACR5, on va toujours commencer par une microbiopsie. On va d'abord avoir un diagnostic, parce que là, on ne peut pas se permettre d'enlever la lésion d'un seul coup. On a besoin d'avoir un diagnostic, et une fois que le diagnostic nous revient de cette microbiopsie, si c'est bénin, comme on l'a dit, il y a des BIRAS 4C, des BIRAS 5 qui sont des lésions bénignes. En effet, c'est une discordance. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a discordance entre l'aspect de la lésion très suspect et la bénignité. Ça veut dire qu'on n'arrête pas là. Et donc là, soit il y a une indication de chirurgie d'ablation, pourquoi pas d'exérèse, soit de reprise par macrobiopsie d'ablation. Hein, on va faire en 2 temps. Et ça, ce sera une discussion RCP avec nos amis chirurgiens, oncologues, etc., qu'on va discuter. Donc vous voyez, c'est 2 niveaux de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le premier niveau. Donc nous, on a décidé d'enlever en une seule fois toutes les lésions qui étaient accessibles et qui étaient plutôt bénignes, BIRAS 3, BIRAS 4A. Et on n'est pas les seuls. Donc les techniques de biopsie, j'y reviens pas, Véronique vous a dit, c'est toujours pareil. Anesthésie locale, l'abord tangentiel évidemment très important pour ne pas blesser la paroi profonde, jamais de pneumothorax, tu disais quasiment jamais, enfin moi j'ai pas la notion d'avoir connu un pneumothorax dans ma carrière, ni moi, ni de mes assistants, ni de mes collaborateurs, toujours sous anesthésie locale, toujours sans douleur, et ce sont des procédures qui sont très rapides, et toujours expliquer à la patiente qu'elle va avoir un hématome. On parlait de l'hématome tout à l'heure, tu disais peu d'effets secondaires, ça n'est pas une complication l'hématome après biopsie, c'est une obligation. Sauf qu'il faut l'expliquer à la patiente, lui dire qu'elle va avoir un bleu, que le sein peut être tout bleu, tout noir, tout vert. À partir du moment où elle est prévenue, qu'elle le sait et qu'elle prendra un peu de paracétamol pour se calmer, il n'y a pas de problème particulier. Hein. Et puis le risque d'hématome est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des indications aujourd'hui, on parlait, alors parce que vous allez dans votre tête vous dites mais comment on sait qu'on va faire une micro et une macro? Aujourd'hui, c'est validé. Quand est-ce qu'on va choisir de faire une macrobiopsie plutôt qu'une microbiopsie? La littérature en parle. On a pas mal de trucs depuis 2014. On a plein de littérature là-dessus. Donc en gros, c'est assez bien délimité. On fait une macrobiopsie lorsque, d'abord, il peut y avoir un mismatch. En effet, lorsque vous avez un doute et qu'il faut rebiopsier, on en parlait tout à l'heure, vous n'allez pas refaire une microbiopsie, on va faire une macrobiopsie derrière. Lorsque la lésion est petite, tous les gens qui font de la biopsie du sein savent qu'une lésion de moins de 5 mm, c'est très difficile à biopsier par microbiopsie. Vous avez toutes les chances de passer à côté, surtout quand vous êtes en stroke. Hein, vous avez un tir sur lequel vous ne pouvez pas trop le contrôler une fois que le tir est parti. La lésion peut échapper à l'aiguille, etc. Donc, il a été décidé dans toutes les grandes maisons, dans la littérature, dans les conférences de consensus, qu'en dessous de 5 mm, quel que soit l'aspect de la lésion, 3, 4, 5, tout ce que vous voulez, on va faire une macrobiopsie. Non pas parce que vous avez décidé de l'enlever, elle va partir de toute façon, mais parce que c'est le meilleur moyen d'avoir le diagnostic final et le plus sûr pour l'ensemble de l'équipe thérapeutique. Et évidemment, si vous enlevez la cible, vous mettez un clip à l'intérieur, ça ne change en rien dans la conduite à tenir pour le chirurgien derrière. Donc ça, c'est très important à savoir. Petite lésion. Et ensuite, toutes les lésions qui ressemblent, comme on l'a dit, à des lésions plutôt bénignes. Les adénofibromes, et puis les kystes un petit peu particuliers qui sont revenants, etc., qui sont une très belle indication de macrobiopsie d'ablation, puisque vous enlevez non pas seulement le contenu, comme quand vous l'aspirez avec une cytoponction, mais vous enlevez le kyste et vous enlevez sa coque pour éviter qu'il revienne. Et ça marche très très bien. Toutes les lésions papillaires, les kystes un petit peu plus complexes, etc., sont des indications aujourd'hui de macrobiopsie. Ça, on va y revenir. Ça résonne un peu, hein, je suis désolé. Et puis, une des indications aujourd'hui qui monte et qui aujourd'hui est une
qui prend beaucoup de temps dans notre pratique, ce sont les indications de chimiothérapie néoadjuvante. Dès qu'à partir du moment où une chimio néoadjuvante va être plus ou moins indiquée chez les patientes, et vous savez qu'avec voilà, les évolutions thérapeutiques des oncologues, les processus inversés, les HER2, les traitements conjugués, on est passé en néoadjuvante, notamment pour les HER2 et les triples négatifs, dès que la lésion fait plus de 12 mm, voire 15 mm pour beaucoup d'équipes et dès 12 mm maintenant dans la littérature, ils vont proposer une chimio adjuvante. Et là, la biopsie sera la seule preuve histologique du traitement, et donc nos anapathes et l'ensemble des équipes nous demandent de faire des macrobiopsies d'échantillonnage. Que vous enleviez, que vous enleviez pas, peu importe. Là, c'est ce que vous a dit Véronique tout à l'heure. Les anapathes nous disent more tissue is the issue, c'est-à-dire plus on a de tissu, mieux on se porte, parce que les petits prélèvements ne leur suffisent pas. L'immunohistochimie, les profils moléculaires, je ne parle même pas des signatures qu'il faut envoyer aux États-Unis, ils ont besoin de matériel, et donc là, c'est macrobiopsie obligatoire aujourd'hui. Et donc, oui, et puis toutes les autres situations de récidive, etc., etc. On va pas y passer. Donc on avance. Donc aujourd'hui, ce petit tableau que j'aime bien montrer à tout le monde, voilà toutes les techniques différentes qui vous permettent de retirer une lésion dans un sein. Donc vous avez la chirurgie qui est ici, l'open chirurgie, et puis vous avez tout le reste, donc qui va du vacuum biopsie, l'intact qu'on n'a plus aujourd'hui malheureusement, la radiofréquence, le laser, les ultrasons focalisés et la cryothérapie qui monte. Là, on est plus pour le malin, mais aussi pour le bénin. Donc vous voyez que tous ces outils aujourd'hui à disposition d'ablation, à côté de la chirurgie, font qu'on a une évolution monstrueuse de nos pratiques. Alors, il faut savoir que l'organisation médicale n'est pas la même dans les différents pays. Il y a des pays où c'est les chirurgiens qui font tout ça, en particulier en Chine. Donc ça publie énormément. Alors, on parle toujours de cette compétition, justement, radio-interventionnelle chirurgie, qui bloque un petit peu l'évolution. Vous avez vu que de 1995 à 2023, il a fallu quasiment presque 30 ans pour l'avènement de nos techniques dans les indications dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a un énorme freinage, et il faut le dire, et c'est normal, de nos amis chirurgiens qui se sentaient un petit peu en compétition, un petit peu, etc., etc. Il y a des pays, encore une fois, où c'est le chirurgien qui le fait, et là, il n'y a aucun problème de compétition, et au contraire, ils y vont à fond, etc. Et donc, ça permet aussi les publications, etc., etc. Nos amis asiatiques publient beaucoup, et c'est vrai que ça aide un petit peu, donc j'en ai formé beaucoup là-bas, parce que je savais que ça nous aiderait beaucoup, nous, en Europe. Et donc, voilà, donc ça, c'est important aussi à voir. Alors, on va aller très très vite, je ne vais pas reparler de la stéréotaxie, Véronique vous l'a montré, donc on peut faire ces biopsies sous stéréo, on peut, toujours pareil, on enlève, on met un clip, on vérifie que les micros soient bien dedans, on peut faire nos biopsies sous IRM, et là je reviens à ce que vous a dit Véronique, je n'ai pas fait une biopsie sous IRM depuis au moins 4 ans, parce que l'écho ciblé de second look nous permet de retrouver, allez, on me prend souvent pour un fou quand je dis ça, mais c'est la réalité, je ne suis plus le seul, quasiment 100% des cibles qu'on veut retrouver, à condition d'apprendre et de savoir qu'est-ce qu'on doit chercher et où on doit le chercher. Donc, quand on sait ce qu'on cherche, on le trouve. Donc, la meilleure technique de biopsie, qu'elle soit micro, macro, ce que vous voulez, parce que c'est la plus simple, c'est la biopsie, l'interventionnelle sous échographie, parce qu'elle se fait en temps réel, parce que le patient est confortablement installé, il est allongé sur le dos, il n'est pas à plat ventre, il n'est pas sur le côté, etc., etc. Ça coûte moins cher, ça se fait partout, c'est facile à utiliser, vous n'avez pas besoin de salles spéciales avec des rayons X, etc. Et c'est beaucoup moins cher. Donc c'est facile, rapide, confortable, et moins cher, et donc tous les éléments qui font que quand on a une cible visible en échographie, c'est la technique qu'on va choisir pour aller faire notre intervention, notre prélèvement. Mais encore une fois, ça ne se fait pas n'importe comment, il faut apprendre. Déjà apprendre à se retrouver dans l'espace, savoir exactement où on est, bien localiser les lésions, standardiser vos protocoles et vos comptes rendus, s'il vous plaît. Ça, on a beaucoup de mal à faire en France, on a sorti des comptes rendus standardisés avec la CIFEM cette année, qui vont, j'espère, permettre d'avoir une meilleure coordination des comptes rendus, mais toujours bien localiser vos lésions. Là, je ne vais pas vous le reciter là, mais c'est important. Important aussi de le faire dans la profondeur. La profondeur au plan cutané, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est quelque chose de très important pour les radiothérapeutes notamment, que ce soit chirurgie ou ablation non chirurgicale. Lorsque la lésion est partie, le radiothérapeute, pour ses rayons et ses dosages, a besoin de savoir où était la lésion et sa profondeur. Donc c'est important pour nous. On vous l'a dit, il y a plein d'outils, encore une fois, ça c'est notre cuisine, si je puis dire, mais c'est ça qu'on va choisir au moment où on voit la patiente en consultation. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Micro, macro. Alors, j'ai vu que Véronique travaillait avec nos amis de chez Mamotome, puisqu'elle vous a montré que des images de Mamotome, mais il n'y a pas que Mamotome, loin de là. Vous avez aujourd'hui 3 grosses compagnies qui fabriquent. Alors, nous, on travaille beaucoup avec BD.
qui a une aiguille de 7 gauges, encore plus grosse que la 8 gauges dont vous a parlé Véronique, qui va encore plus loin. Et je suis en train de faire évoluer avec eux, d'essayer de sortir une aiguille de 5 gauges pour des lésions très grosses qui vont permettre de faire des ablations encore plus rapides. Enfin bref, tout avance et ça avance très très vite. Ça, on vous l'a montré. Bien sûr que ce n'est pas pareil pour un anapathe d'avoir une petite carotte qui fait 17 mg avec du 14 gauges ou une carotte de 300 mg qui va avoir avec un prélèvement de 7-8 gauges. Et puis ça, c'est aussi pour vous montrer, voilà, pareil, on peut faire du 14 gauges en aspiration aujourd'hui. Je vais vous montrer juste du diapo, parce que c'est vraiment des tout nouveaux trucs qui arrivent, qu'on utilise. Alors, ça, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est important de savoir pour vous, surtout pour les gynécologues et évidemment les radiologues, on a des contraintes, les mêmes que vous, pour les anapathes. Quand on met dans le formol, le temps de fixation, il est obligatoire, c'est 12 heures minimum de temps de fixation, et puis c'est 24-48 heures maximum de laisser les prélèvements dans le formol, parce que sinon vous savez que vous allez dégrader vos prélèvements et que parfois les microcalcifications même disparaissent. Donc la biopsie en urgence, alors en France, comme on dit, le vendredi à 18 heures, alors que le week-end arrive, ça n'a aucun intérêt, parce que vous allez faire votre biopsie, le laisser dans le formol, ça va rester sur l'appareillage jusqu'au lundi matin. Et c'est pas bon, parce qu'on va pas avoir, l'anapathe sera pas content et on n'a pas de résultat. Donc il vaut mieux dire, ok, je le ferai lundi matin, plutôt que d'avoir éventuellement... Donc ça, c'est des petites choses de la vraie vie, comme on dit, qu'il faut savoir, parce qu'on a quand même des contraintes, et il faut le connaître. Et puis toujours, bien sûr, donner à nos anapathes les mêmes renseignements que nous, on attend de vous, de leur donner les renseignements cliniques, etc. Parce que pour un anapathe, c'est absolument fondamental. Voilà cet outil qui s'appelle Elevation, qui fait du 14 gauche, mais pas seulement, qui fait du 14, du 10, du 12, qui n'a pas besoin de système, c'est un système d'aspiration, mais sans tuyau et sans machine, qui marche très très bien pour le sein, mais qui marche très bien pour, surtout nous on l'utilise pour les ganglions, et notamment pour les ganglions dans des zones qui sont quasi inaccessibles, proches d'une artère, dans la fourchette carotido-sous-clavière ou en abdominal très profond, lorsqu'on a besoin d'avoir des biopsies dans des zones dangereuses. Aujourd'hui, elles sont accessibles de façon secure pour nos patientes parce qu'on va les faire des biopsies sans stroke, sans tir, en plaçant notre aiguille directement à l'intérieur. Regardez, on va vous montrer ça. Voilà un joli ganglion, vous voyez, dans la fourchette carotido-sous-clavière, qui est très très vascularisée. Vous avez la carotide juste en dessous, la sous-clavière qui était à côté. Vous avez plein d'artères tout autour. Et voilà comment on fonctionne. Donc vous voyez ici, alors attendez, hop, avec le petit, voilà. Donc vous voyez ici la lésion. Donc on va faire d'abord l'anesthésie. On vous parlait tout à l'heure d'hydrodissection. L'anesthésie nous permet justement d'aller, et on fait une anesthésie qui est en même temps une hydrodissection, c'est-à-dire d'éloigner les structures que vous ne voulez pas toucher, comme on le fait dans le poumon, comme on le fait pour la radiofréquence, comme on le fait dans le foie. Donc on le fait pareil pour le sein ou pour les ganglions, pour tout le reste. Donc l'anesthésie à la fois on dort partout, tout autour, et en même temps, on fait l'hydrodissection. Vous voyez, devant, derrière, en arrière et en profondeur, qui permet ensuite, hop, alors vous voyez comment on est ici, donc ça fonctionne comme une biopsie classique, vous êtes en tangence, là je suis dans le cou et donc dans la fourchette carotido-sous-clavière, vous voyez, et alors attendez, si j'avance là, voilà, et là vous allez voir, hop, le système qui s'ouvre et qui se ferme, exactement comme une macro classique, donc on est en 14 gauche, qui permet d'avoir des très jolis prélèvements dans un ganglion de façon totalement sécure, parce que vous ne tirez pas, dès que vous êtes en position de sécurité, vous savez que votre aiguille ne va pas bouger, alors il faut un petit peu d'expérience, mais encore une fois, ce sont des outils très pratiques, je le fais aussi en lombo-aortique, je le fais aussi dans le huile hépatique derrière, dès qu'on a une situation difficile, et puis ça marche aussi pour le sein, avec du 12 ou du 10 gauche. Donc on le disait tout à l'heure, il faut vraiment bien localiser vos lésions. Le second look, c'est très important. Ça, je vais passer très vite parce que sinon, on ne va pas pouvoir déjeuner. Ça aussi, le second look en IRM, après une IRM, vous voyez, cette patiente, jolie prothèse, toute petite prise de contraste ici, qui n'avait été pas vue en mammo-écho, évidemment, c'est tellement petit. Mais quand vous faites un second look, vous savez exactement les coordonnées, où est la lésion. C'est comme à la bataille navale. Vous savez qu'en A3, il y a un truc à aller chercher. Vous allez le trouver, et vous allez le trouver ici, juste devant la prothèse. Donc là, évidemment, vous n'allez pas faire une microbiopsie, c'est pas possible, pour deux raisons. D'abord, c'est trop petit, on l'a dit tout à l'heure, moins de 5 mm, devant une prothèse, c'est encore moins possible. Et donc là, c'est macrobiopsie obligatoire qui va voilà, de la même manière. Vous allez, avec l'anesthésie, éloigner la lésion de sa prothèse, faire une hydrodissection, vous allez la biopsier, la retirer complètement et mettre un petit clip à la place. Quel que soit le résultat. Il n'y a pas de limite dans nos techniques. On vous l'a dit tout à l'heure, je le redis.
les lésions soient superficielles, soient profondes. Aujourd'hui, avec nos techniques, on peut faire n'importe quoi, aller n'importe où, avec le matériel adéquat et un peu d'expérience. On va permettre, les lésions superficielles, on peut même passer par-dessus et aspirer par en dessous pour protéger la peau. Les lésions près des prothèses, évidemment, on vous l'a dit, ça permet, la macrobiopsie a révolutionné la biopsie pré-prothétique, et qui permet d'avoir des biopsies absolument sans danger. La taille de la lésion, pareil, on biopsie des lésions qui peuvent être très très grosses. Un exemple, voilà, alors chez les toutes jeunes filles, là c'était une jeune mannequin qui avait un gros fibrome, vous avez vu, qui faisait 4 cm, qui vient nous voir. Voilà, elle voulait surtout pas être opérée, elle voulait pas de cicatrice sur son sein, donc le chirurgien me l'a envoyé en me disant est-ce que tu peux faire quelque chose? Eh ben oui, évidemment, et vous voyez on fait des prélèvements, on en fait autant qu'il faut pour retirer la lésion, c'est pas très compliqué, et vous voyez qu'à la fin, en 15-20 minutes maximum, vous avez enlevé un gros adénofibrome comme ceci qui faisait 4 cm, une micro-ouverture de 3 mm qu'on ferme avec des strips, pas de point de suture, c'est beaucoup trop petit, elle repart tout de suite, vous voyez qu'il n'y a même pas d'hématome, tout va bien. Donc on n'a pas de limite. Encore un autre exemple de très grosse lésion, voilà, vous voyez qu'elle fait 46 mm là comme ça, qui part en moins de 20 minutes, en externe, sans hospitalisation, sans rien. Donc c'est vraiment très pratique. Pas de limite. La limite, c'est l'expérience. Ne faites pas des choses que vous n'êtes pas capable de faire. On ne commence pas par un truc comme ça dans sa. On parlait des calcifications. Et après, on passera très rapidement, parce qu'en fait, j'ai commencé le topo à l'heure où j'aurais dû le finir, en fait, mais ça va aller. Les calcifications aujourd'hui, on les voit très bien en échographie. 80% de nos foyers sont visualisés dans mon département en échographie, et pas que par moi. En 6 mois, nos collaborateurs, nos jeunes associés arrivent, ils ne savent pas les voir. En 6 mois, ils savent les voir. Donc, en réalité, on fait à peu près les deux gros tiers de biopsie de microcalcification sous écho aujourd'hui. Ah, ça s'est éteint mon écran, là, ici. Ah, voilà, ça s'est rallué. Et donc là, pareil, vous voyez ces petites calcifications comme c'est joli, devant une prothèse. Donc là, pareil, anesthésie, on va éloigner de la peau. Regardez comme, voilà, on passe bien l'aiguille d'anesthésie devant pour éloigner le petit foyer qui s'éloigne de la peau, qui s'éloigne de la prothèse. Ici, vous voyez la technique, la fenêtre d'ouverture, la fenêtre d'ouverture, le foyer, un petit foyer comme ça part, vous voyez, sur une carotte, vous avez quasiment tout le foyer, donc vous faites 3-4 carottes, même si vous avez enlevé tout, vous prenez même des marges de sécurité, que vous pouvez même séparer en deux flacons différents pour bien montrer que les marges sont saines, et à la fin, vous allez placer votre clip intralésionnel, voilà, qui va garder le témoignage, et en fonction, s'il faut reprendre, c'est très facile pour le chirurgien de reprendre derrière. Donc ces techniques-là sont importantes, encore une fois, dès qu'on voit la lésion. Alors évidemment, quand vous faites une macrobiopsie de microcalcification sous écho, on fait évidemment le cliché de pièce opératoire qui vous prouve que vous avez bien enlevé vos foyers, et vous voyez qu'on les voit assez bien, les calcifications. On a des petites techniques, etc. Donc, ce qui compte, c'est après. Donc vous avez compris que la première phase, c'est qu'est-ce qu'on fait techniquement, et ce qu'est-ce qu'on fait techniquement ne dépend pas de ce qui va se faire forcément après, il a des contraintes propres. Et les contraintes propres, c'est toujours de faire le meilleur pour nos patients. Et quand on peut faire du all-in-one, on le fait volontiers. C'est-à-dire le tout en un, la patiente vient une seule fois, et si elle est guérie avec ce que vous avez fait, c'est tout gagné. On n'a pas besoin de la faire revenir. Et on va laisser un clip à chaque fois, je redis, etc. Donc on revoit nos patients, on voit nos patientes avant, on l'a dit, on fait le jour de l'intervention, et on revoit, comme tous les chirurgiens et comme vous tous ici, gynéco, et comme tous les radiologues interventionnels, on revoit toutes nos patientes entre 8 et 15 jours avec les résultats à l'impact, en fonction des relations que vous avez avec votre laboratoire. Donc on revoit les patients, tous les patients, surtout en macrobiopsie. En micro, parfois, on peut réadresser éventuellement directement soit au chirurgien, soit au gynécologue, mais en macrobiopsie, on revoit toutes nos patientes parce que c'est à nous de gérer la concordance. C'est à nous de savoir si le geste qu'on a fait a été bien fait, est-ce qu'il est concordant, et qu'est-ce qu'on va en faire après, et qu'est-ce qu'on va dire à nos collègues de ce qui se passe. Donc, on vérifie déjà que ça a été bien fait, soit en écho, soit en mammo, soit en tout ce qu'on veut, de vérifier la position du clip qui a pu être déplacé. Et ça, c'est très important. Beaucoup de papier, voilà. La concordance, c'est important de savoir techniquement ce que vous avez à faire, mais c'est important de connaître les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Et ça, c'est tout l'enjeu. Lorsque la lésion est bénigne, c'est tout gagné. On reprend le terme, là, tout en un, all-in-one, c'est fini, pas de chirurgie, pas de machin, quoi que ce soit, on revient dans une situation à peu près normale, dans notre département, on a choisi
de revoir nos patientes entre 6 et 12 mois, quoi qu'il arrive, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Hein. Donc on ne revient pas tout de suite dans un contrôle à 2 ans, on les revoit au moins une fois avant pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de gag et de sortie, donc on ne les laisse pas 2 ans dans la nature, on les revoit entre 6 et 12 mois. Voilà, donc il y a aussi pas mal de papiers là-dessus où c'est plutôt intéressant. La vraie discussion, elle est là aujourd'hui, vous l'avez compris. Les lésions B3, c'est lésions intermédiaires. Hein, donc il n'y a encore pas très longtemps, alors lésions intermédiaires, je reviens dessus, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, les papillomes, les cicatrices radiaires, les adénosclérosantes, toutes les lésions atypiques qui sont donc des B3B, qu'elles soient canalaires, lobulaires, et l'in situ, on n'en parlera pas aujourd'hui, ça c'est pour l'instant c'est pas. Et puis les métaplasies atypiques. Donc commençons par les papillomes, c'est le plus facile. Aujourd'hui, d'abord, un papillome, on le sait tous, les conférences de consensus depuis les années 90, qui dit papillome dit ablation. On ne laisse pas un papillome en place dans un sein, quelle que soit la technique qu'on va choisir. Donc après, la technique classique jusqu'à il y a peu de temps, souvent, alors soit les chirurgiens les opéraient directement, mais ce qui n'est pas bien, soit on faisait une microbiopsie, et de toute façon, si ça disait papillome, chirurgie derrière. Et heureusement, l'avènement de nos techniques a fait qu'on fait de moins en moins de chirurgie, de plus en plus d'ablation. Et comme je vous l'ai dit, l'ablation, elle est tout de suite. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'indication princeps du all-in-one. C'est-à-dire que vous savez qu'un papillome, dans 98%, il va être bénin. Et donc, vous avez 98% de chances d'avoir guéri votre patiente en un seul geste. Et ensuite, si l'analyse revient avec des atypies, on va reprendre, évidemment. Et c'est donc tout ce qui est classé ici. Donc voilà, c'était déjà la réunion du Saint-Goff, déjà ça c'était 2016, ça fait déjà un petit moment, hein, où on sait que la recommandation, c'est indication d'exérèse. Donc là, à l'époque, comme malheureusement, tout le monde n'a pas accès à la macrobiopsie d'ablation. Vous n'avez pas tous des radiologues interventionnels qui sont capables de le faire. Donc l'indication, elle est d'exérèse. Et aujourd'hui, pour le Saint-Goff, c'est indifférent. Vous pouvez l'enlever soit par chirurgie, soit par macrobiopsie d'exérèse. C'est une indication reconnue et aujourd'hui, elle est reconnue dans le monde entier. Et en effet, s'il y a la moindre atypie à l'analyse, on reprend chirurgicalement. C'est quand même assez simple. Pour les cicatrices radiaires, ça a été un petit peu plus complexe, mais c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Ça reste une lésion B3A aujourd'hui. Donc, il y a des indications aujourd'hui où on ne reprend pas les patientes. On ne reprend pas les patientes systématiquement, vous le voyez là, s'il n'y a pas d'hyperplasie associée, si la lésion a été totalement retirée, et sous écho, vous savez que vous avez totalement retiré la lésion ou pas, parce que vous savez, vous partez sur une ablation d'exérèse complète ou pas, hein, et lorsque la mammo, etc., lorsque la concordance, quand vous revoyez votre patiente, est bonne. Donc, lorsque vous avez une cicatrice radiaire sans atypie associée, que tout est parti, si c'était les micros, vous avez enlevé l'ensemble du foyer, si c'était micro plus qu'autre chose, et en revanche, s'il y a la moindre petite anicroche, que tout n'est pas réuni, on fait reprendre les patientes. C'est assez rare, mais on le fait. Hein, vous avez, voilà, je vous ai mis à côté, il y a de la littérature, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis là-dessus. Donc, vous voyez, ça a beaucoup bougé. Hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps, cicatrice radiaire, c'était chirurgie obligatoire. Moi, j'ai fait ma thèse sur les carcinomes tubuleux à Curie dans les années 90. Il y avait beaucoup de cicatrices radiaires associées et c'était chirurgie pour tout le monde. Donc, ça a beaucoup changé. Les lésions lobulaires, pareil, c'est hyper intéressant ce qui s'est passé à la fois sur les hyperplasies lobulaires atypiques et les carcinomes lobulaires in situ dans leur forme classique, hein, pas dans les pléiomorphes. Et donc, c'est pareil. Alors là, juste un petit brin d'histoire. Petite histoire, 2010, c'est pas si vieux. 2010, on faisait des corps biopsies pour la plupart du temps. On commençait les macros, mais pas beaucoup se lançaient là-dessus. Vous aviez un taux de sous-estimation estimé à 19%, ce qui était reconnu beaucoup trop important pour la greffe. Donc en 2010, les conférences de consensus, c'était chirurgie pour toutes ces patients. Et à partir de 2013, on a commencé à sortir des papiers qui ont dit, en fin de compte, non. Parce que quand on reprend nos patients, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Après macrobiopsie, on ne retrouve pas de lésions, on ne retrouve plus rien, et dans un nombre absolument important de cas. Et donc, à partir de 2013, il commençait à se dire que dans certains cas, on va pouvoir quand même s'exonérer de la chirurgie de reprise. Hein, et donc, c'était quand même important. Donc, on faisait un bout. Et puis, dernière étape, la grande conférence de consensus de 2019, qui était une conférence chirurgicale, oncologique. Vous voyez que c'est sorti dans Breast Cancer. C'est pas un journal de radio, là. On parle de journal d'annales de chirurgie et de Breast Cancer, qui a permis de référer les indications princeps dans ces lésions B3. Et vous voyez que dans les carcinomes lobulaires in situ classiques, chirurgie ou surveillance, si la lésion a été complètement retirée. Ça bouge énormément. Hein, donc, quand vous êtes sûr de votre technique, lorsque vous travaillez en bonne intelligence avec votre équipe
de chirurgiens, d'onco, de radiothérapeutes. C'est la chance qu'on a, nous, dans notre équipe, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et encore une fois, je reviens sur cette multidisciplinarité. On apprend énormément les uns des autres. Les chirurgiens se rendent compte que c'est très important pour eux. D'abord, ils ont un travail fou, rien qu'avec les cancers et les lésions qu'il faut opérer. Donc, ils n'ont pas le temps et ils ont autre chose à faire que de retirer des papillomes ou des lésions qu'on pourra surveiller. Et donc, dans ces B3 lésions, je vous ai remis là, donc, les conférences de consensus de 2019 ici, et puis, vous voyez, en 2022, un très très gros papier dans l'European Journal of Surgery, qui redit aujourd'hui, voilà, il est raisonnable de faire des biopsies d'ablation définitive dans les lésions B3, à l'exception, pour l'instant, des hyperplasies canalaires atypiques qui restent encore en discussion, c'est celle-là, c'est celle-ci, parce que le taux de surestimation reste encore un petit peu élevé, donc c'est vrai qu'on discute un petit peu plus sur ces lésions canalaires atypiques, qui aujourd'hui sont reprises quand même encore pour la plupart du temps, mais il y a beaucoup de papiers qui vont là-dessus, alors ça c'est pareil, ça c'est l'histoire ancienne des années, début des années 2000, où vous avez des taux de surestimation, ne lisez pas parce que c'est trop grand, mais en gros des taux de surestimation importants, et puis 2021, où on est déjà dans une baisse importante de ce taux de surestimation, parce qu'on sait qu'on fait des ablations macrobiopsie beaucoup plus importantes, et donc avec des quasiment, c'est de l'exérèse quasi chirurgicale. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention, comme je disais tout à l'heure, ça c'est un exemple typique, justement, de quelqu'un qui n'a pas revu sa patiente, parce que tout n'avait pas été géré. Vous voyez, macrobiopsie, c'était des petites calcifications. Alors, je ne sais pas si vous... attendez, excusez-moi. Oups, voilà. On les voit ici, les calcifications. Là, vous avez un joli foyer de calcification, mais vous en avez aussi ici. La biopsie avait été faite, la patiente n'a pas été revue, ça n'a pas été checké, la concordance n'a pas été faite. On revoit la patiente 1 an plus tard et elle se retrouve avec une jolie lésion, un CR5 qui s'avérait être un cancer. Donc, il faut quand même faire très attention, toujours revoir vos patientes. Encore une fois, la moindre décranche. Là encore, je ne vais pas insister là-dessus, mais pour vous donner, voilà, aujourd'hui, la conduite à tenir, les conférences, voilà comment on fonctionne. Alors, vous voyez, là, c'est pas chez nous, parce qu'on a les mêmes, mais Curie, IGR, assistance publique. Donc, aujourd'hui, suivre dans nos conférences de consensus françaises, c'est validé par l'INCa. Donc, je vous ai mis là, je vous redis, je ne les redis pas, mais en fonction, voilà, si votre geste a été bien fait, que vous savez que vous avez enlevé toute la lésion, qu'il n'y a pas, de discordance majeure, vous allez pouvoir, dans la plupart des cas, ne pas réopérer vos patientes de ces lésions B3, avec discussion un peu particulière pour les hyperplasies canalaires atypiques. Les perspectives, c'est la biologie moléculaire. On va essayer d'aller encore plus loin, si on peut stratifier encore les niveaux de risque plus importants pour savoir lesquels on reprend, lesquels on ne reprend pas. C'est avec l'immunohistochimie, ne sert pas beaucoup dans les lésions bénignes, mais on a beaucoup d'espoir, et puis on a beaucoup d'espoir sur l'intelligence artificielle pour les anapathes, qui commencent, on a pas mal de choses qui sortent chez les anapathes, de lectures automatisées, et qui vont permettre d'avancer chez eux, d'aller trouver des choses un petit peu qu'ils ne voient pas forcément à l'œil nu, qui vont peut-être avancer dans ces eaux-là. Voilà un petit tableau des niveaux de risque, qui reprend à peu près ce que je vous ai dit aujourd'hui. En gros, on peut se permettre, dans un nombre de cas très important, de ne pas reprendre en chirurgie. Dès qu'il y a la moindre anicroche, la moindre discordance, on ne prend aucun risque pour nos patientes et on les fait reprendre par le chirurgien. C'est toujours une discussion ensemble. Ce n'est pas le radiologue tout seul qui prend sa décision dans son coin, encore une fois. C'est une décision partagée avec nos collègues et c'est comme ça, encore une fois, qu'on avance. Et c'est une question de confiance mutuelle. Le malin, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'est pareil, vous imaginez bien que si on arrive au B3, ça commence aujourd'hui. Et quand est-ce qu'on peut... Parfois, on commence à en parler. Alors déjà, pour les patientes inopérables, on nous demande déjà aujourd'hui, on nous demande si on peut retirer parfois des petites lésions chez les patientes totalement inopérables. J'avoue que c'est très rare, etc. Et puis, il y a quand même beaucoup de papiers. Et vous voyez ce très joli papier de radiographique qui reprend aujourd'hui les modalités de destruction des lésions cancéreuses, cette fois-ci sans chirurgie. Les ultrasons focalisés, le laser, enfin les micro-ondes, les ultrasons focalisés, et puis la cryothérapie aujourd'hui qui prend un essor énorme dans les autres organes, mais dans le sein aussi. Donc je vais pas insister là-dessus parce que je crois que j'ai déjà très en retard et qu'on a tous faim. Donc rappelez-vous ce petit schéma qu'on a plein de façons de traiter une lésion du sein aujourd'hui en dehors de la chirurgie ouverte. Et donc, voilà, en conclusion, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire, qui reprend ce qu'on a dit. Donc, le bénin, c'est réglé. Vraiment, il y a
peu de raisons, à part si vous n'avez pas sous la main un radiologue interventionnel pour le faire. Évidemment qu'une patiente qui a un gros fibrome qui la gêne, vous lui enlevez, mais si on peut l'enlever sans chirurgie, c'est mieux. Les lésions intermédiaires, on vient d'en parler, ça bouge beaucoup et on en fait de plus en plus. Et puis, les lésions malignes, ça va commencer demain. Alors, évidemment, toujours se méfier du surdiagnostic, des surtraitements. Il faut, voilà, la balance, on est des docteurs, on est des êtres humains, on travaille tous ensemble. Et puis, ça nécessite toujours, alors ça, c'était ce que j'avais mis avant, mais on est dans les nouveaux paradigmes, on y est déjà aujourd'hui. On est dans les nouveaux guidelines, vous voyez que ça sort depuis 2019, ça change, et tous les ans, on a des nouvelles guidelines, puisqu'on avance dans nos indications. Et puis, les études, ça pousse, hein, puisque c'est quand même des techniques très importantes pour passer du diagnostic au traitement. Voilà. Et pour finir, si vous voulez prolonger cette discussion, pour ceux qui aiment Dubaï et qui aiment les lésions du sein et qui aiment la multidisciplinarité, et Astarte y participera pour la 3e fois. Hein, vous pourrez nous rejoindre pour les 3e journées du Breast Cancer Update à Dubaï, qui se déroulera du 2 au 5 février prochain. Donc tout le monde y est le bienvenu, vous avez compris, c'est un congrès multidisciplinaire, chirurgiens, gynéco, onco, radio, justement de discuter tous ensemble de ces problématiques-là, mais aussi des autres problématiques des autres. On n'apprend jamais aussi bien que de ce que nous apprennent les autres, et vous serez tous les bienvenus, je serai ravi. Asma y était aussi depuis 2 ans, et puis la gentillesse de nous suivre. Beaucoup d'entre vous y étaient certainement, donc on s'y retrouvera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Luc pour cette belle mise au point.